Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parlons Placement. Vous le savez, votre rendez-vous consacré à votre patrimoine, un rendez-vous en direct pendant lequel vous pouvez nous interpeller et nous poser toutes vos questions. 3 séquences, vous en avez l'habitude. Une première consacrée au marché financier. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour aller sur les marchés actions? On aura la réponse avec Jonathan Lévy. Deuxième séquence, les SCPI à crédit. On en a déjà parlé, mais on va revenir sur ce dossier. C'est intéressant en effet de profiter du couple rendement bas pour emprunter et rendement plus élevé encore pour l'instant en ce qui concerne cette classe d'actifs, les SCPI. Ce sera Vincent Kutkovitz qui viendra nous présenter cela. Et puis troisième séquence avec une gérante de CPRAM, en l'occurrence Estelle Ménard, qui viendra nous expliquer pourquoi la disruption est une thématique d'investissement porteuse. On fera le point avec elle en dernière partie d'émission. Voilà, Parlons Placement, c'est tout de suite, c'est en direct. Posez-nous vos questions. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, les marchés financiers, en effet, qui depuis le début de l'année ne cessent de prendre de l'altitude à une vitesse vertigineuse presque, aussi vite en tout cas qu'ils avaient baissé l'année dernière, et c'est illustré par un graphique que vous nous présentez. Oui, tout à fait. D'habitude, on dit qu'il chute beaucoup plus vite qu'il ne remonte. Une fois n'est pas coutume, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On le voit sur le graphique. Alors, le graphique, on va le découvrir en fait avec l'écran, une symétrie troublante et un V quasi parfait. Hein, vous le voyez. On a perdu. Alors là, c'est quoi? C'est le CAC. C'est le CAC 40. Depuis un an. Depuis un an. Et on voit qu'il y a un pic qui, avant la forte baisse, le dernier pic est fin septembre. Donc la baisse très forte s'est faite sur un trimestre, pratiquement du 1er octobre au 31 décembre, 3 mois. Et la hausse s'est faite sur la même période, sur 3 mois, du 1er janvier au 31 mars. Et ça, c'est assez atypique, effectivement, dans les corrections. Mais ce qui permet aussi de relativiser et de se rendre compte que finalement, eh bien, on est quasiment au même niveau l'année dernière, avant la baisse, et que cette hausse qui semble impressionnante, si on arrête les compteurs, si on commence le chrono au 1er janvier, est peut-être à relativiser. Alors effectivement, on peut voir les choses de deux manières différentes ou de deux manières opposées, effectivement. La hausse paraît très forte, donc certains se demandent s'ils n'ont pas raté le train en marche, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour investir. D'autres se disent au contraire, finalement ça relativise la hausse, puisqu'on ne fait que revenir sur les niveaux d'il y a quelques mois. Comme un élastique finalement, on a fait un coup de yo-yo. Donc la question est de savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui en fait. Hein. Alors, si moi je pose des questions, vous y répondez. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Jonathan? D'accord, on peut le faire dans ce sens-là si vous voulez. Alors, je vais essayer d'y répondre. En fait, d'abord, qu'est-ce qui avait provoqué la chute des marchés? Il faut peut-être en revenir à ça. La chute des marchés avait été provoquée essentiellement par la crainte d'une décélération de la croissance mondiale. La croissance mondiale a fortement ralenti au cours du dernier trimestre. Et ça, c'est une réalité. La Chine a fortement ralenti, l'Europe a fortement ralenti. La croissance était très forte en Europe un an auparavant. En un an, il y a une forte décélération de la croissance. Il y avait aussi une intervention des politiques monétaires, puisque les banques centrales avaient commencé, notamment aux États-Unis, à remonter leur taux. Et donc les deux effets conjugués, en effet, ont fait mal au marché financier en fin d'année. Exactement, c'est ces deux effets combinés, vous avez tout à fait raison. On a d'un côté la croissance qui ralentit, à cause notamment de la guerre commerciale de Trump, et en même temps la Fed qui nous dit je vais remonter les taux d'intérêt. Donc ça, c'est un cocktail explosif qui a commencé à le faire, qui l'a fait beaucoup en 2018. Et ça, ce cocktail a été très mauvais pour les marchés financiers qui ont fortement chuté en 2018. En 2019, dès le début d'année, c'est un peu l'inverse qui se produit. Alors effectivement, d'abord, la politique monétaire, elle a complètement changé. Et ça, c'est vrai sur toute la planète. Quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, les banques centrales ont clairement modifié leur politique monétaire. Ils ont eu peur finalement que cette réaction des marchés financiers entraîne aussi des conséquences sur l'économie. Enfin, ils ont eu peur d'eux-mêmes. Ils ont eu peur certainement de la forte volatilité sur les marchés financiers. On sait que c'est jamais très bon quand il y a trop de volatilité. Ça peut finir par causer une réelle récession économique sur l'économie réelle. Et donc ça, on veut éviter qu'il y ait cette transmission de la sphère financière à la sphère économique réelle.
Et puis, ils ont, comme je vous le disais aussi, constaté que la croissance mondiale ralentissait à cause de la guerre commerciale. Donc, il fallait qu'ils prennent les devants pour relancer la croissance mondiale. Donc ça, c'est un des deux moteurs de la baisse qui a été éteint. Enfin, voilà, les banquiers centraux ont arrêté finalement de remonter leurs taux, voire même ont fait des discours très accommodants. Sur la croissance, c'est moins clair. Est-ce que, voilà, on n'est pas en fin de cycle et est-ce que la croissance est de retour pour autant? Alors, nous, on constate que, de nouveau, il y a une réaccélération de la croissance. Et c'est notamment le cas dans une des grandes zones de la planète, une grande zone économique aujourd'hui, qui est la Chine. La Chine avait fortement ralenti, je vous l'ai dit. Le premier trimestre ne va pas être très bon. On dit que ce sera peut-être le trimestre le plus faible en termes de croissance depuis 27 ans en Chine. Donc c'est quand même très marqué. Mais là, on a beaucoup de signes, de nouveau, de croissance accélérée. Donc on a un scénario en V également sur la croissance. Alors on ne le voit pas forcément dans les chiffres publiés. Quand des institutions comme le FMI, par exemple, publient leur prévision de croissance, sur 2019, on voit une croissance qui ralentit par rapport à 2018. Mais ça masque, c'est des effets de moyenne, ça masque un petit peu la réalité des choses. Les marchés financiers, ils ne regardent pas tellement dans le rétroviseur, ils regardent devant eux. Et ce qu'ils voient, c'est que à partir du deuxième trimestre et puis le troisième trimestre, la croissance devrait vraiment accélérer par rapport à la croissance du T1 qui était un point bas. Mais ça semble quand même assez incroyable de se dire que d'un trimestre à l'autre, on change du tout au tout, parce qu'on le sait, hein, les cycles, on est sur un cycle de hausse depuis 10 ans, beaucoup nous annoncent le ralentissement et la fin de ce cycle. Ça ne dure pas un trimestre, un ralentissement ou un ralentissement de croissance, c'est des tendances plus longues. Ce n'est pas juste un trompe-l'œil? Non, je ne crois pas. L'économie mondiale est gérée, il faut avoir ça en tête. Elle est gérée par des États, elle est gérée par des banques centrales. Et à la elle est fois administrée presque par les banques centrales, on pourrait dire elle ça. est gérée plus qu'administrée. Le mot administré n'est peut-être pas le mot le plus adéquat en fait ici. Il gère la politique monétaire, il gère le niveau des taux d'intérêt. Et à travers ça, ils peuvent relancer l'économie, ou au contraire ralentir l'économie si ils estiment qu'elle est en surchauffe. Et il faut vraiment avoir en tête que les mesures prises par la Chine ont été considérables depuis le dernier trimestre 2018. Ça commence à avoir des effets. Alors effectivement, les effets ont mis un peu de temps à se faire ressentir dans l'économie. Il y a aussi eu, avec la relance monétaire, une relance budgétaire en Chine. Ouais. Toutes ces mesures commencent à se voir dans l'économie. Quand je dis administré, c'est parce que quand on compare le bilan des banques centrales et la hausse des marchés financiers, on voit vraiment un parallélisme assez flagrant et on a l'impression que finalement les investisseurs financiers ne regardent plus que les propos des banques centrales et on oublie la réalité derrière. Non, mais je pense que ça correspond à une réalité qui est que lorsque vous êtes un investisseur, vous êtes sans cesse en train d'arbitrer entre différentes classes d'actifs. Est-ce qu'il vaut mieux acheter des obligations? Est-ce qu'il vaut mieux acheter des actions? Lorsque les taux remontent fortement, c'est intéressant d'aller sur des obligations qui sont des actifs moins risqués s'ils offrent un rendement élevé. Lorsque les taux sont à zéro, là, vous n'avez plus de rendement. Si vous voulez gagner un peu d'argent, gagner plus que l'inflation, il faut revenir sur les actifs risqués. C'est ça que fait les banques centrales. Alors, que dites-vous à ceux qui, comme certains gérants, comme certains adages, disent « sell in May and go away », vendez en mai et partez en vacances, surtout après 15% depuis le 1er janvier? Justement, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez idéale pour les marchés actions. Parce que c'est pas ce que disent beaucoup de gérants qui sont assez négatifs, qui se disent « Ouh là là, ça a monté de 15%, faut faire attention ». C'est vrai que la hausse a été rapide, mais en même temps, la baisse avait été tout aussi rapide, on l'a vu. Donc on revient sur des niveaux normaux. Et donc quand vous dites, allez-y, on reste confiant, en effet, on peut avoir encore des beaux mois, des beaux trimestres, des belles années. Je pense au contraire qu'on a un peu de temps devant nous, on a un ciel qui s'est éclairci. Et c'est le moment pour revenir sur certains secteurs en particulier qui avaient été très touchés l'année dernière. Par exemple le secteur bancaire. Il n'est pas revenu, lui, au niveau où il était au 1er janvier 2018. Il y a encore du chemin à faire. Il y a peut-être 20% à aller chercher sur le secteur bancaire. Parce que justement, on dit que les banques centrales font souffrir ce secteur. Avec des taux au ras des pâquerettes, les banquiers ont du mal à gagner leur vie. Oui, mais la Banque centrale, la BCE, Mario Draghi l'a redit, en fait, ils réfléchissent à donner des nouvelles mesures pour aider les banques commerciales pour que leurs résultats s'améliorent, parce que c'est un sujet de préoccupation pour la BCE. Bon, en conclusion, il n'est pas trop tard pour aller sur les marchés actions et des secteurs comme le secteur bancaire peuvent être des pistes d'entrée. Oui, c'est ce qu'on pense, tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces propos et en effet, ces convictions affichées.
On se retrouve dans un mois pour voir comment tout cela évolue. Tout de suite, on passe au SCPI à crédit. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, on va rentrer dans le détail de façon très concrète. Après quelques mots de préambule, on va avoir 3 portefeuilles. On a construit, vous avez construit, vous nous avez apporté 3 portefeuilles pour, en effet, mettre en pratique l'achat de SCPI à crédit. On rappelle peut-être la philosophie. Pourquoi est-ce que ça peut être une bonne piste? Alors aujourd'hui, on a des SCPI qui rapportent à peu près 4,5, 4,3% en 2018. C'est le rendement moyen des SCPI de rendement. Et on a des taux d'intérêt qui restent très bas. On l'évoque émission après émission. On a des taux qui, sur le crédit immobilier aujourd'hui, se situent à peu près à 1,3, 1,5% sur 15 ans. Donc c'est assez simple de comprendre, assez trivial qu'en fait aujourd'hui, grosso modo, on a d'un côté une poche qui peut rapporter 4,5%, et puis de l'autre côté, on peut s'endetter à 1,5, 2%, ce qui fait qu'à priori, il est trivial de comprendre que les revenus des SCPI peuvent financer l'acquisition par le crédit. Alors, c'est ça qu'on va mettre à l'œuvre, finalement. C'est ce moteur avec des taux qui rapportent plus que ce que ça coûte à emprunter. Bon, après, il faut quand même rembourser le capital. Il y a aussi cette dimension. Si on emprunte 100 000 euros, comme dans les portefeuilles que vous faites, il n'y a pas que la différence de taux. C'est pour ça qu'il est très important en fait, d'être sélectif en fait, sur les SCPI qu'on va choisir, sur les différentes sociétés sur lesquels on va investir, mais il faut aussi avoir conscience, et d'abord il faut revenir à l'analyse qu'on n'a pas nécessairement prévu de faire aujourd'hui, mais de revenir aux fondamentaux de l'immobilier de bureau. Aujourd'hui, si on est positif sur ce genre de solution, c'est aussi parce que les perspectives et le contexte actuel sur les SCPI est plutôt très favorable. Le retour de l'inflation qui se transmet, le retour de l'inflation qui se transmet parfaitement bien au bureau, au loyer de bureau. Le marché du bureau, notamment en Ile-de-France, qui a des perspectives très attractives dans le sens où notamment les taux d'occupation sont extrêmement élevés aujourd'hui. Il y a une forte demande pour l'immobilier de bureau à Paris, en Ile-de-France, dans le Grand Paris notamment, voire en dehors de Paris, en étant assez sélectif. Donc voilà, donc aujourd'hui, les fondamentaux sont bons, donc c'est plutôt une bonne chose d'aller se positionner sur les SCPI, c'est prudent. Bon, alors on va voir, je vous ai promis du concret, ces 3 portefeuilles, ces simulations que vous nous avez apportées dans ce tableau. Je vous laisse les commenter. 100 000, 150 000 et 200 000 sont les 3 hypothèses retenues. Voilà, alors l'idée c'est vraiment de rendre accessible et très digeste, en fait, que les gens qui nous suivent comprennent très rapidement ce qu'ils peuvent éventuellement faire avec un portefeuille de SCPI. C'est pour ça qu'en fait, on a fait les choses un peu de façon caricaturale en se disant je veux investir pour obtenir un portefeuille de l'équivalent de 100 000 euros à 15 ans, sachant qu'en fait, dans tous les cas, je le précise, on a fait des hypothèses où cet investissement à crédit ne nécessite aucun apport. Oui, alors c'est ça, apport 0 euros. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans ce placement avec 0 épargne. Exactement. En fait, l'idée qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez suivre nos recommandations avec d'un côté l'achat de SCPI en portefeuille et puis de l'autre côté l'adossement à un crédit qu'on va proposer de façon packagée, l'idée c'est qu'en fait la société qui va de crédit va se sécuriser, va nantir les parts de SCPI. Ce qui fait que ça donne une forme de souplesse à l'exercice qui est absolument indiscutable et qui fait que notamment on peut investir sans apport du tout, puisque d'une certaine manière, le risque que prend la banque avec vous est sécurisé par la qualité du portefeuille que vous allez mettre en face. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille voir mon banquier? Alors justement, tout est possible. Vous pouvez aller voir votre banquier. Généralement, l'exercice démontre que c'est plutôt les solutions packagées, comme on les propose ici, qui permettent d'être le plus efficace, parce que généralement, le banquier va vouloir vous proposer des SCPI maison, et les SCPI maison bancaires, en général, sont moins attractifs que les SCPI qu'on propose en architecture ouverte. D'accord, et l'architecture ouverte, donc c'est le fabricant de SCPI qui propose également le financement. Le fabricant ici, avec qui on travaille, effectivement, on propose ces SCPI, mais d'autres SCPI, dans les différents portefeuilles qu'on évoque, et il propose également le montage du dossier, l'étude du dossier. En quelques jours, vous pouvez avoir une réponse, en 48 heures,
l'heure sur la faisabilité ou pas de votre opération à crédit. Alors on reprend ces On revient portefeuilles, dessus, tout à 100 fait. 000 €, 4,5% de repréhensible. Donc en fait, plus vous investissez un crédit, plus la diversification est possible. C'est pour ça qu'avec un portefeuille qui vise 100 000 € d'investissement, on ne peut aller que sur 2 SCPI en respectant toutes les contraintes en fait, que nous imposent les producteurs. Et donc là, on a pris comme hypothèse de rendement à peu près, dans tous les cas, on avait 4,5% de rendement. C'est le cas avec, si on s'appuie sur les performances alors, de l'année dernière de Primo Pierre, par exemple, et Primo Vie, sachant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'idée, c'est de démontrer qu'en fait, avec un effort réduit de 400 € par mois, et on va expliquer comment on arrive à cet effort d'épargne, on se constitue un patrimoine qui, à terme, au bout de 15 ans, est de 105 000 €. Voilà, 105 000 € parce qu'en effet, la SCPI a pris de la valeur, Voilà. la revalorisation des biens qui la constituent. Exact. Et Là-dessus, prise en compte. d'ailleurs, je vous interromps juste quelques secondes pour expliquer qu'en fait, on a pris des hypothèses de valorisation du patrimoine seulement de 1% par an, ce qui est prudent dans le contexte actuel. On peut penser qu'on sera plutôt sur du 1,5 par an de revalorisation. Alors, vous pouvez vous poser la question, Ouais, pourquoi 105 après 15 ans 105 à et pas 1%? 115? Parce qu'en fait, quand vous achetez des SCPI, vous avez des frais d'acquisition qui sont équivalents à l'achat d'un bien immobilier classique. Et là, on a pris une hypothèse de 10%. Donc, vous avez Donc, 15% de moins valorisation, 10, ça fait moins 10%, 105. ça fait 105. C'est comme ça qu'on arrive au 105. Donc voilà, donc 150, on se retrouve à la tête d'un patrimoine de 160 au bout de 15 ans pour 600 € par mois, 780 € par mois, Ouais. si c'est l'hypothèse à 200 000. Alors justement, Ouais. comment est-ce qu'on arrive à ces chiffres de 410 par mois, 600 ou 800? Exact. Donc là, le mécanisme est le suivant. Vous avez les loyers en fait qui viennent se mettre du côté de la colonne des revenus. Vous avez en face le remboursement du crédit. Mais vous avez aussi la possibilité, donc vous avez la fiscalité, les prélèvements sociaux et la fiscalité. Donc on a pris une hypothèse ici qu'on était à 30% de tranche marginale d'imposition. D'accord, donc Donc oui, on parce que ça rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que Complètement. plus je suis imposé, ou moi je vais le dire autrement, moins je Ouais. suis imposé, plus j'ai intérêt à faire ce type de montage. Complètement, puisque là on est vraiment dans le cadre de l'achat en direct de SCPI. Vous avez la fiscalité des revenus qui s'applique. Et donc là, on a pris quand même une hypothèse de tranche marginale d'imposition assez élevée. Et malgré ça, on arrive à démontrer qu'en fait, les efforts d'épargne sont limités, notamment par le fait que vous avez la possibilité de déduire les emprunts, les intérêts d'emprunt lorsque vous faites cette opération. Donc finalement, là, vous avez en fait les revenus d'un côté, la fiscalité, les intérêts d'emprunt qui sont déduits. Et vous arrivez à un effort d'épargne net de fiscalité net de l'ensemble de la fiscalité et des intérêts d'emprunt. Donc vous arrivez à un effort global de 400 € par mois. Et ça, c'est effectivement, vous n'avez pas d'autres efforts. Certains, parfois, vont soumettre des simulations où vous avez des taux de rendement élevés qui nous paraissent peut-être ambitieux, à plus de 5, 5,5%. Vous êtes obligé de prendre un risque assez important sur la SCPI, ou alors qu'ils vont oublier de prendre en compte la fiscalité. Là, ce qu'on évoque ici, c'est net. Totalement net. Bon, on a compris le mécanisme. Quelques astuces peut-être pour finir. Oui, quelques astuces qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, si vous, par exemple, vous avez la possibilité de détenir à côté de vos SCPI un contrat d'assurance vie, j'ai omis de le dire tout à l'heure, mais vous ne pouvez pas financer de SCPI à crédit qui sont logés dans un contrat d'assurance vie. Par contre, il y a deux choses à faire éventuellement, c'est basculer sur un crédit in fine. Dans ce cas-là, vous savez que les intérêts d'emprunt à financer. Vous n'avez pas d'amortissement, un crédit amortissable, donc vous ne payez en fait que les intérêts d'emprunt, et ça donne du pouvoir d'achat en fait à l'épargnant. Cependant, pour pouvoir le faire, généralement, il faut pouvoir l'adosser à un contrat d'assurance vie à côté qui permet à la banque de se garantir D'avoir une sécurité, parce qu'en effet, à la fin, il faut quand même rembourser l'emprunt en totalité, et c'est le capital qui tombe. Exactement. Les autres astuces sont éventuellement d'utiliser, si vous ne voulez pas investir en direct en DSCPI, vous pouvez toujours également utiliser un contrat d'assurance vie là, pour obtenir une avance de l'ordre de 60 à 80%, tout dépend de ce que vous avez dans votre contrat d'assurance vie. Sachant que vous devez rembourser votre avance au bout de 3 ans ou au bout de 6 ans maximum. Ce n'est pas tout à fait le même mécanisme que celui qu'on propose, mais ça permet aussi, sans passer par le dossier de crédit, etc., d'obtenir une poche de liquidité qui vous permet d'investir sur 6 ans sur des SCPI. Là, il faut prévoir éventuellement de rembourser l'avance au bout de 6 ans avec du cash qu'on a par ailleurs éventuellement. Ça amène une dernière question. Vous parlez de dossier de crédit, ça veut dire un examen de santé par exemple? Alors là, en général, il n'y a pas d'examen de santé parce qu'en fait, on est sur des schémas, vraiment, il faut le comprendre comme étant
c'est du prêt à consommer, en fait, d'une certaine manière. C'est presque du prêt à la consommation, crédit à consommation, dans le sens où il y a très peu d'épreuves à passer, étant donné que vous n'avez pas, par exemple, à domicilier vos revenus dans l'organisme de crédit qui vous prête de l'argent. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de passer de contrôle de santé, d'examen de santé. Je dirais qu'il y a un autre levier qui permet aussi de rendre encore plus attractif la solution, c'est notamment peut-être pour les épargnants, les jeunes épargnants, c'est d'envisager d'allonger la durée de crédit. Nous, on a pris des hypothèses à 15 ans. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de financer même à 25 ans l'acquisition de SCPI. Donc, ça rend l'effort d'épargne plus souple, plus accessible, même si l'opération in fine est légèrement moins intéressante, parce que vous passez un peu plus de temps à rembourser le prêt, mais il n'empêche que c'est une solution qui permet de rendre plus accessible encore les SCPI à crédit. Et la SCPI, on le rappelle, c'est peut-être un bon moyen d'épargne pour commencer quand on n'a pas forcément des grosses sommes à investir. Exactement, ça s'adresse autant aux gens qui ont 30 ans qui démarrent dans la vie active que les personnes qui ont plutôt 50 ans et qui veulent préparer leur retraite, puisqu'au bout de 15 ans, on ne l'a pas précisé, au bout de 15 ans, une fois que vous avez remboursé le crédit, il n'y a plus que les loyers qui tombent. Ça vous rapporte des revenus supplémentaires, c'est l'idée de base. C'est l'idée de la SCPI. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. Avec plaisir. Très bientôt pour de nouvelles astuces et placements. On va maintenant parler de la disruption ensemble et comment en profiter d'un point de vue financier. Bonjour Estelle. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la co-gérante chez CPRAM d'un fonds dédié à la disruption. On dit le nom de ce fonds? Comment il s'appelle? CPR Invest, Global Disruptive Opportunities. J'adore les fonds. Oui, vous pouvez relever le micro. Oui, je peux relever peut-être, voilà le micro. J'adore les noms des fonds, c'est toujours à rallonge, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes Exactement. sur la thématique de la disruption. Alors, c'est quoi en bon français la disruption? En bon français, la disruption, c'est l'innovation de rupture. L'innovation de rupture, on l'a définit chez nous comme un nouveau service ou un nouveau produit qui pourrait être moins cher, plus simple, plus pratique. Uber, par exemple, qui vient disrupter le marché des taxis. Exactement. Free, à l'époque, Iliad, qui a disrupté le marché de la téléphonie. Donc oui, on a quelques exemples passés qui sont des exemples d'innovation de rupture. Donc ça veut dire que c'est souvent dans la techno? Alors, souvent dans la techno, je dirais oui. Aujourd'hui, c'est souvent dans la techno. Mais en fait, l'innovation de rupture prend naissance dans la technologie, mais a des impacts dans tous les secteurs de l'économie. On peut prendre un exemple? Alors, un exemple, la disruption ou l'innovation de rupture dans la technologie, c'est le cloud, par exemple. C'est donc une nouvelle façon de stocker les données. Mais la disruption dans la santé, c'est l'immuno-oncologie, une nouvelle façon de traiter le cancer. La disruption dans l'industrie, c'est la robotique. Et la disruption dans la Terre, c'est le stockage de l'énergie, le travail, l'innovation dans le stockage de l'énergie, justement pour nous permettre d'utiliser des énergies renouvelables. Mais à chaque fois, ça part de la technologie. Ce que vous dites, c'est que si Carrefour demain utilise une solution technologique, c'est pas de la technologie pure, c'est de la distribution améliorée. Alors, bien entendu, oui, c'est vrai qu'à la base de l'innovation de rupture, il y a la technologie. Il y a les progrès que nous avons faits qui ont révolutionné l'utilisation dans la technologie. Mais vous pouvez aller beaucoup plus en aval de la chaîne de valeur. Exactement. C'est-à-dire que cette technologie nous offre des progrès dans tous les secteurs de l'économie et ce sont ces progrès-là, cette innovation, cette rupture dont nous voulons bénéficier. J'imagine que c'est très américain. Alors c'est très américain, oui, parce qu'on a une profondeur de marché importante. Donc le fonds a 78% de son investissement aujourd'hui sur des valeurs américaines. Mais là aussi, c'est à ce moment, c'est actuellement. On peut imaginer que dans les années à venir, on ait de plus en plus d'innovation de rupture, de valeurs d'innovation de rupture en Europe et également dans les pays émergents. On l'espère. Donc 80% aux États-Unis, les 20% restants, c'est où? Principalement en Europe, avec un tout petit peu d'émergents et un peu de Japon également. Est-ce qu'on peut prendre des exemples de valeurs disruptives que vous avez dans ce portefeuille? Alors oui, on a des exemples que l'on peut partager avec vous. Il y a PayPal que nous avons en tête. C'est plus un perdreau de l'année, PayPal. C'est pas un perdreau. Voilà, alors justement, la disruption
ce qui est intéressant, et c'est le cas de notre fonds, c'est qu'on est extrêmement diversifié. Qu'on ne veut pas investir seulement dans un fonds monothème, un fonds sur la technologie ou sur la biotech. On veut investir dans la disruption sur tous les secteurs. Et on veut aussi investir dans la disruption sur tous les profils de valeur. Donc des profils de valeur, ça peut être des valeurs plutôt matures, comme Google, effectivement, comme Apple ou Amazon, comme justement PayPal qui en fait partie, donc des valeurs qui sont matures dans le service, dans les paiements en ligne et sur lesquelles on peut investir, mais qui offrent un avantage important, c'est que financièrement, ils sont beaucoup plus stables. Et donc ça, c'est intéressant. Et on peut aussi investir dans des valeurs beaucoup plus innovantes. Là, je citerai plutôt Marvell Technologies, qui justement travaille dans les semi-conducteurs pour le stockage de données, donc dans le big data, et qui est une valeur très intéressante aussi. C'est pas les Avengers, Marvell Technologies. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec Même les si Avengers. les mondes peuvent se rapprocher. D'accord. Exactement. D'autres valeurs peut-être que vous voulez mettre en avant ou, enfin, comment est-ce que vous les dénichez d'ailleurs ces valeurs Alors, comment on les déniche? Quels C'est sont vos très simple. critères, vos lunettes en fait? Alors, nos lunettes, ce sont les lunettes de tout bon financier aujourd'hui, de tout bon analyste fondamental. Donc, comment on les déniche? Déjà, au sein de l'équipe de gestion et de la plateforme de gestion thématique au sein de CPRAM. Donc, nous sommes 12 gérants, nous travaillons sur des thématiques bien spécifiques avec une expertise, puisqu'on a en moyenne tous plus de 20 ans d'expérience. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. On a une expertise que l'on partage au sein donc de notre équipe. Nous avons la chance d'avoir des analystes financiers au sein du groupe Amundi dont nous bénéficions. Mais vos critères, parce que ça, c'est toutes vos équipes. Ce sont nos équipes. Les critères, justement, c'est quoi? On doit répondre à la définition. Une société doit répondre à cette définition de disruption. Mais est-ce que tout ce qui est disruptif est forcément créateur de valeur ou sera forcément dans votre fonds? Je prends l'exemple de Lyft, qui est un concurrent d'Uber, qui vient de s'introduire en bourse. Vous l'avez acheté? Non. 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 Donc vous ne prenez pas tout ce qui est disruptif? Non, bien entendu. On a un univers disruptif qui est bien plus large que ce que nous avons en portefeuille, bien entendu. Et nous ne prenons pas tout, non, parce qu'effectivement, il faut être raisonnable. Et je pense que ça, c'est peut-être un biais que nous avons aussi. C'est d'aller rechercher des valeurs d'innovation de rupture, pas forcément à n'importe quel prix. Ce qui nous fait être quelquefois ne pas être positionné sur l'ensemble des GAFA quand on suppose, ou en tout cas on imagine qu'elles sont trop fortement valorisées, ce qui nous fait également prendre des profits régulièrement dès qu'une valeur atteint un niveau de valorisation qui nous semble exagéré. Et ce qui nous fait investir, il y a une réelle discipline. Donc mais c'est à la base un choix fondamental. À propos de prix, ça me fait penser au marché, notamment aux États-Unis, au Nasdaq, qui est à son plus haut historique quasiment. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop tard? Ça va continuer? Est-ce qu'il faut... On en parlait un peu avec Jonathan, mais quelle est votre position? Effectivement, le Nasdaq a très bien performé. Le fonds n'est pas un fonds tech. Le fonds est un fonds investi en partie sur l'économie digitale, qui n'est pas que de la technologie, qui représente un peu plus de 50% du portefeuille, mais également dans la santé, avec plus de 20% du portefeuille, dans l'industrie, plus de 10%, et dans la terre, également autour de 10%. Donc ce n'est pas qu'un fonds technologique. Nous avons un suivi de nos positions qui est rigoureux, avec un potentiel de hausse du cours de bourse de l'ensemble de nos titres rigoureux. Donc ça ne vous inquiète pas que le Nasdaq soit plus haut? Écoutez, fin 2018, notre potentiel de hausse était de 45% pour l'ensemble du portefeuille. Aujourd'hui, effectivement, il n'est plus de 45%, il est de 27%. Donc oui, entre-temps, on a eu une très forte hausse du Nasdaq, une très belle performance des marchés, certes. Néanmoins, dans cette activité, dans ce portefeuille, il reste encore un potentiel d'appréciation du cours de bourse, d'après nos calculs et nos cours de bourse prévus, prévisions de cours de bourse, d'aujourd'hui de 27%. On finit avec quelques chiffres, les encours et les performances, justement, passées cette fois. Alors, les encours, 1,5 milliard, c'est un fonds qui a été lancé fin 2016, en décembre 2016. C'est une belle collecte. Donc, c'est une très belle collecte sur ce fonds. Et les performances, cette année, depuis le début de l'année, on affiche de très belles performances puisqu'on est à plus 27% de hausse en net et en absolu. Et en 2018, qui était une année difficile? Plus difficile en 2018, avec un très beau début d'année et une seconde partie d'année plus difficile, effectivement. On a affiché une baisse de 8% de performance, ce qui a fait suite à une année 2017 exceptionnelle aussi, puisqu'on a une hausse de 13% en 2017. On n'a pas parlé de votre maison, CPRAM, mais il faut peut-être en dire un mot aussi. Alors CPRAM, c'est une société, une filiale à 100% du groupe Amundi. C'est une société
qui depuis, qui est une société de gestion, et c'est une société dans laquelle j'évolue depuis 3 ans maintenant, puisque nous avons décidé, le groupe Amundi a décidé de loger son expertise thématique au sein de CPR Asset Management fin 2015. Et depuis, nous travaillons donc, nous avons créé cette équipe thématique, de gestion thématique action, et nous sommes 12 gérants, et nous gérons un peu plus de 9 milliards aujourd'hui. Merci beaucoup Estelle Ménard de nous avoir présenté ce fonds. Je vous laisse le nommer à nouveau. CPR Invest, Global Disruptive Opportunities. Voilà, vous pourrez vous repasser la bande plusieurs fois si vous n'avez pas tout compris la première fois. Merci beaucoup Estelle, merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un prochain épisode de Parlons Placement.